L'intelligence artificielle n'est pas un sujet nouveau pour le groupe Malakoff Humanis. On s'est lancé il y a environ 10 ans dans l'aventure. C'est un groupe de protection sociale qui intervient sur le champ de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, en épargne, mais aussi en santé-prévoyance. La santé, pour simplifier, c'est globalement la mutuelle. Quand on achète des lunettes, on va rembourser une partie de ces lunettes. Et la prévoyance, c'est globalement l'arrêt de travail et le décès. Alors il y a 10 ans, quand on a décidé de se lancer, on a cherché un domaine et la lutte contre la fraude nous est apparue comme un terrain extrêmement fertile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison économique. Il faut savoir que la fraude pourrait représenter jusqu'à 5% de déperdition dans les prestations santé-prévoyance, ce qui pour un groupe comme Malakoff Humanis fait environ 250 millions d'euros de pertes. Il faut savoir que 10 ans après, on est sur 90 millions d'économies sur ce terrain-là, entre autres grâce à l'IA. Mais donc il nous fallait un terrain économique avec un retour sur investissement possible. La deuxième raison de la lutte contre la fraude, c'était un choix éthique. C'est un sujet qui est insupportable pour la majorité des gens, c'est quelque chose qui fédère à l'intérieur de notre entreprise. Et donc quand on s'est lancé sur l'intelligence artificielle, on voulait quelque chose qui permette d'embarquer tous nos collègues. La troisième raison, c'est une raison un petit peu plus pratique, c'est quand on cherche un cas d'usage en intelligence artificielle, il faut pouvoir répondre à une vraie problématique. Souvent, c'est les erreurs qu'on fait, c'est on veut faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle et donc on passe à côté. Et là, on avait un vrai cas d'usage qui est, j'ai moi dans mes équipes des experts qui sont capables de détecter de la lutte contre de la fraude, mais comment je fais pour passer à l'échelle? Comment je fais pour faire en sorte que sur des millions et des millions de flux, cette intelligence humaine, je puisse la décupler, la centupler, je ne sais pas. Et enfin, la dernière raison qui nous a animés pour prendre la lutte contre la fraude comme premier cas d'usage, c'est l'enjeu technologique. On ne savait pas s'il fallait faire à l'époque, il y a 10 ans, de l'intelligence artificielle en achetant des solutions qui sont sur la place. D'ailleurs, à l'époque, Shift Technology était en train de se développer. C'était une toute petite start-up qui ensuite est devenue une licorne. Et nous, on a décidé, à l'époque, d'internaliser, de tout faire maison, on va dire, avec des data scientists maison. Et ça, c'était le premier choix stratégique qu'on a fait, mais à l'époque, on ne savait pas vraiment si ça allait être le bon. On a décidé de vous parler de 2 cas d'usage, qui sont des cas d'usage matures, sur lesquels on a des retours d'expérience. On a un premier cas d'usage sur la fraude optique. On est sur le cas de fraude des professionnels de santé, des opticiens dans ce cas-là, qui vont déclarer des choses différentes de ce qu'ils vont nous facturer. On est sur une problématique de volume important. Il faut savoir qu'on reçoit tous les ans 1 million de demandes de prise en charge de la part de ces opticiens. Et il faut qu'on soit capable, en moins de 3 secondes, de décider ou pas si on va contrôler l'opticien. C'est un des points intéressants qu'on a avec des équipements, c'est qu'on peut demander des justificatifs aux opticiens pour comprendre et identifier si le produit commandé correspond bien à celui qui a été livré. Alors une des erreurs qu'on peut avoir avec l'IA, c'est de partir bille en tête sur la création d'un modèle et de ne pas se poser assez de questions. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est commencer à faire de l'exploration de données, où on met en place un binôme entre un expert métier et un data scientist chez nous, et l'objectif c'est que notre data scientist devienne un expert des données, qu'il soit capable de vraiment comprendre, de faire parler les données, et d'aller chercher des premières fraudes dans ce qu'on appelle l'a posteriori, c'est-à-dire après paiement. Aujourd'hui, on a un fort enjeu à détecter la fraude avant paiement, mais c'est toujours intéressant d'essayer de détecter des cas de fraude après paiement pour apprendre. Donc c'est ce qu'on a fait travailler un data scientist. Après, on a mis en place des règles métiers qui ont pour but aussi d'aller, cette fois-ci en a priori, avant paiement, d'aller trouver des cas de fraude et trouver des cas de fraude assez divers. Une fois qu'on a compris les données et qu'on est capable de détecter les vrais cas de fraude avec les règles métiers, à ce moment-là, on peut commencer à créer un modèle. Ce qu'on a fait, parce qu'à ce moment-là, on a une bonne compréhension des données et on est capable de savoir quelles sont les variables qu'on va mettre dans notre modèle qui vont être pertinents pour détecter les cas de fraude. C'est ce qu'on a réalisé, c'est ce qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs années en fraude optique, et on est capable, sur chaque demande de prise en charge qui nous arrive, de savoir lesquelles nous allons cibler pour faire un contrôle spécifique avec l'opticien. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre modèle a eu des meilleures performances, et a toujours des meilleures performances que les règles métiers. Alors le résultat est assez frappant sur ce cas d'usage, parce que sur le million de prises en charge optiques, il y en a 20% qu'on va suspendre pour analyse, et sur ces 20%, c'est la moitié qu'on ne paiera pas à la fin.
ce qui est vraiment très bien. Ça représente, d'un point de vue économique, 4% d'économie sur ce poste de dépenses. Et c'est autant de cotisations qu'on n'augmentera pas l'année suivante et qu'on ne fera pas peser sur l'ensemble de la communauté. Et c'est bien là l'objectif de ce cas d'usage de lutte contre la fraude. Donc on a appliqué la même méthodologie que sur la partie optique. Nous avons mis en place un algorithme qui a pour but d'identifier les cas d'arrêt de travail que nous allons envoyer en expertise médicale. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt bons. Nous ciblons 12% des arrêts de travail pour les envoyer en expertise médicale. Sur ces 12% d'arrêts de travail ciblés, nous allons avoir 21% d'expertises qui vont aboutir à un abus et donc à l'arrêt des prestations. Avant la mise en place de l'algorithme, nous avions un cas sur 10 qui aboutissait à un abus. Nous sommes passés donc à 21%, donc un cas sur 5. Donc on peut considérer qu'on a multiplié par 2 les performances de nos contrôles. Le premier défi qu'on rencontre, c'est celui de la performance. Je vais prendre l'exemple de l'algorithme sur la fraude optique. Typiquement, quand on a mis en place le modèle, on était content. Et là, on a une courbe d'apprentissage où on voit qu'on est de plus en plus performant et on est satisfait. Mais au bout d'un moment, un modèle en machine learning va avoir un défaut, c'est qu'il va commencer à se spécialiser. Il va rentrer finalement dans une espèce de zone de confort de l'algorithme. Et là, il va se dire, sur la fraude par exemple, il va se dire, tiens, ce cas-là, je le comprends bien, il marche souvent on me dit que je fais du bon travail là-dessus, et donc il va continuer de nous envoyer les mêmes cas. Et il va se spécialiser et il va commencer à mettre des œillères sur le reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais en fait qui est une super bonne pratique, c'est que très régulièrement, une fois par an à peu près, on est obligé d'arrêter l'algorithme, de regarder ce qu'il a appris, d'essayer de comprendre ce qu'il a appris et de commencer à corriger finalement les quelques petits biais qui se seraient mis tout seuls pour le rendre plus performant et faire en sorte qu'il ne passe pas à côté de la moitié du sujet. Et donc ça, la performance, c'est vraiment le premier défi sur l'intelligence artificielle. Comment on fait pour maintenir un bon niveau de performance tout au long et pas seulement la première année. Alors le deuxième défi, ça va être celui du biais plutôt au sens éthique. Et là, je vais prendre l'exemple de l'algorithme sur les arrêts de travail. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que finalement, la typologie des arrêts de travail a évolué d'un coup après le Covid. Après le Covid, on a eu de plus en plus d'arrêts pour santé mentale. Et notre algorithme, qui fonctionnait bien, a commencé à être moins performant et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il allait cibler de plus en plus d'arrêts courts sur des pathologies de santé mentale. Et surtout, comme certains publics sont plus exposés à ce type de pathologie, notamment les femmes jeunes, eh ben, l'algorithme s'est mis à cibler de plus en plus de femmes jeunes, au point qu'on en arrive à des pourcentages de ciblage qui ont fait qu'on a dû arrêter tout simplement l'algorithme pendant un certain moment. Et donc ça, la question du biais, elle est assez intéressante, c'est il faut monitorer tous nos produits d'intelligence artificielle au quotidien, parce qu'en fait, si l'environnement change, lui, il ne le sait pas. Et ça, c'est quelque chose auquel on est très attentif parce que ça pourrait avoir des répercussions majeures, notamment d'un point de vue éthique. Le premier apprentissage qui est important pour nous, c'est l'intégration de nos outils de détection dans les processus de l'entreprise. On a des bonnes performances en détection, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'on doit être capable de détecter la fraude en temps réel, avant paiement. Donc il faut qu'on soit parfaitement intégré dans les processus de l'entreprise, et on est un grand groupe avec des outils historiques. Et donc il a fallu qu'on fasse des vrais projets d'entreprise, des vrais projets IT, pour aller déployer nos modèles dans les processus existants, et être capable de détecter les fraudes sans avoir de répercussions, sans par exemple augmenter ou allonger les délais de remboursement pour nos assurés. Donc ça a été des vrais projets d'entreprise qu'on a su mener à bien, mais qui n'étaient pas forcément directement liés à l'IA. Alors le deuxième apprentissage, pour moi, c'est il faut apprendre à faire des choix, et faire des choix, c'est souvent renoncer. Et là, c'est ce qu'on a découvert, c'est que quand on a choisi notre premier cas d'usage sur l'optique, eh ben, on a dû mettre de côté pendant un moment beaucoup d'autres choses, le dentaire, les médecines complémentaires. Et ça a été très dur de gérer cette frustration interne, de se dire on est très fort sur l'optique,
mais on est moins bon ailleurs. Et ça, je pense qu'on y est toujours confronté. Et d'un point de vue stratégique, ça reste quand même, je pense, très important de faire des choix forts, d'être très bon sur quelque chose plutôt que de s'éparpiller. Ça reste la meilleure stratégie. Le troisième apprentissage, c'est l'IA responsable. Nos algorithmes de détection de fraude émettent juste des suspicions et ne vont pas arrêter des prestations. Cependant, on sait que les conséquences pour les assurés peuvent être fortes. Donc on se doit de ne pas nuire à nos assurés, et c'est un enjeu fort qui n'est pas que dans la lutte contre la fraude, mais c'est un enjeu fort de l'IA. Et au sein de Malakoff Humanis, on a contribué à la création d'un label qu'on appelle Positive AI. On l'a fait avec des entreprises comme Orange, comme le BCG, comme L'Oréal. Et l'objectif, c'est de définir les bonnes pratiques en termes de gouvernance et les points de contrôle qui vont garantir qu'on ne peut pas nuire aux personnes. Donc, c'est pas juste un label de déclaration, c'est un audit qu'on a passé en 2024 et qu'on a obtenu. Et on a vérifié que sur des algorithmes d'IA, nous mettions en place les bonnes pratiques pour éviter les biais, pour s'assurer que nous avions des données de qualité, et donc pour éviter de prendre des décisions qui pourraient nuire à certaines personnes. Alors le dernier apprentissage, c'était qu'il fallait répondre à la question initiale, faut-il internaliser ou externaliser les cas d'usage en intelligence artificielle? Finalement, on est assez satisfait d'avoir internalisé pour 3 raisons. La première, c'est la maîtrise de nos données. On voit bien que les enjeux RGPD sont majeurs aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et au moins, en étant en interne, on sait exactement ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on a effectivement ce label Positive AI qui nous permet de contrôler ce qu'on fait. Le deuxième enjeu, c'est un aspect de maîtrise des coûts. En passant par l'externe, on peut avoir une promesse de réussite rapide, mais finalement, on va s'embarquer dans des coûts qu'on ne maîtrise pas. Là où au moins aujourd'hui, en étant en interne, on sait ce que ça nous coûte, on arrive à le maîtriser, on arrive à investir à la mesure de la performance qu'on souhaite avoir. Et ça, c'est très important. Et enfin, le dernier aspect, et c'est là-dessus que personnellement je suis le plus satisfait, c'est l'embarquement des équipes. Quand on fait quelque chose en interne, eh ben, on crée des synergies hyper fortes entre nos data scientists et nos équipes métiers. Et le métier s'est mis à parler data du jour au lendemain. Aujourd'hui, on baigne ensemble dans le même bain, on parle un langage qu'on maîtrise. À la fois les data scientists vont comprendre les aspects très métiers et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on n'aurait pas obtenu de la même manière en passant par l'externe. Et donc, c'est vraiment une grande satisfaction d'avoir développé tout ça en interne. Le nouveau sujet sur la lutte contre la fraude sont les agents IA. On a beaucoup de gens qui sont des vrais experts et qui vont enquêter, investiguer sur les fraudes, qui passent beaucoup de temps à faire des tâches assez répétitives, envoyer des mails, contacter des professionnels de santé. L'idée, c'est qu'on puisse les aider à automatiser le plus possible ces actions pour qu'ils puissent faire plus d'investigations, regarder plus de cas et donc ramener plus d'économies. En tout cas, globalement, le groupe Malakoff Humanis est aujourd'hui promoteur de l'IA. Et l'enjeu, comme le disait Jean-Luc, ça va être d'embarquer tous nos collaborateurs dans l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, aujourd'hui, on a développé un agent conversationnel interne en intelligence artificielle générative. Et aujourd'hui, c'est 47% de nos collègues qui l'utilisent plusieurs fois par semaine. Donc, l'enjeu n'est pas organisationnel sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce qu'on va s'organiser d'une manière ou d'une autre que ça va changer la performance. L'enjeu, il est vraiment de faire infuser tous ces éléments dans la culture, dans les pratiques de nos collègues, faire en sorte que toutes les couches soient touchées, de l'opérationnel le plus pur au manager. Et paradoxalement, aujourd'hui, on voit que les opérationnels se saisissent beaucoup plus de ces outils d'intelligence artificielle, là où les managers sont parfois un peu perdus et ne comprennent pas comment ça se passe. Et donc l'enjeu, c'est de gagner une bataille culturelle, faire en sorte que tout le monde comprenne l'utilité et la performance supplémentaire que peut dégager l'intelligence artificielle.